Attends, je n'ai pas encore reçu le message. Lauriane, normalement, tu me dis qu'il faut enregistrer la séance. Est-ce que tu as enregistré Non, déjà? prof, j'ai oublié aussi. Ah, d'accord. Non, ah non, ça va, ça va. Si Maintenant, oui, maintenant c'est oui. Oui, donc c'est bon. On a déjà commencé l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui. Donc ici, c'est le cours de mardi, mais j'ai aussi, je l'ai téléchargé sur YouTube et il est disponible ici, un peu plus en bas. D'accord? Donc, pour ceux qui ont raté le cours de mardi, il est déjà disponible ici. Et comme je vous ai dit l'autre jour, euh, sur YouTube, vous pouvez changer la vitesse du cours. Et si le cours a duré 2 heures, vous pouvez le regarder en 1 heure et demie ou quelque chose comme ça. C'est une possibilité. Ici, j'ai téléchargé aussi une présentation de la salle des cours virtuelle que j'ai faite le semestre dernier pour les cours de romans et poésie, mais comme la salle virtuelle va suivre plus ou moins la même organisation, ça marche pour ceux qui n'ont pas encore de familiarité avec la plateforme. Une autre chose, voilà, j'ai partagé aussi une vidéo dissertation, méthode et forme, une vidéo un peu plus longue dans laquelle je décortique, j'explique chaque étape de la dissertation que vous allez me rendre à la fin du semestre et que vous allez écrire tout au long du semestre. D'accord? Et donc, si vous avez des questions, je vous demande d'abord de regarder cette vidéo et si vous avez encore des questions, vous me les posez après. Sinon, à chaque étape, avant la remise de chaque étape, je vous explique encore une fois les contenus ou la tâche de l'étape suivante, n'est-ce pas? Et donc, pardon, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Non? D'accord. Non. Euh, et comme je vous ai dit mardi, euh, pour la dissertation, je vous propose ici 5 romans. Vous êtes en tout 30 élèves inscrits dans ces cours. Et donc, vous devez choisir, l'organisation ici, c'est maximum 6 élèves travaillant sur le même roman. Donc, j'arrête là le partage d'écran de la salle virtuelle et je vais vous montrer le tableau des livres de la dissertation. 2 secondes, c'est le temps de charger ici l'image. Pardon. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici déjà, donc ici, c'est un tableau, c'est un document sur Google Drive, un document éditable dont le lien est disponible dans notre salle virtuelle. Et vous pouvez entrer ou suivre ce lien et choisir ici le livre de la dissertation que vous voulez. Donc, par exemple, L'enfance d'un chef de Jean-Paul Sartre, il n'y a qu'une place encore disponible. C'est pareil pour Huis clos de Sartre. En fait, il n'y a pas ce trait d'union là. Il y a encore de la place pour Instantané de Rob Grillet, L'enfance de Nathalie Sarraute et
il y a 6 places disponibles pour Capital de la douleur. Et vous savez, Capital de la douleur, c'est un livre de poèmes, j'imagine, c'est pour ça que il n'y a pas de des gens inscrits sur ce livre. Et sinon, il y a encore une chose à dire. Ah oui, non, je reviens à la salle virtuelle. Parce que ce livre de la dissertation, si je ne me trompe pas, ils sont déjà disponibles sur Teams. D'accord? Je vérifie ici. Donc, on suit ici l'onglet Archives. Livre pour la dissertation, il y a le fichier Livre pour la dissertation. Vous cliquez là-dessus. Oui, voilà, tous les livres de la dissertation sont déjà disponibles ici. Donc, je vous conseille. Oui. Les présentations sera un groupe ou individuel? Individuel. D'accord. En fait, pardon, c'est qui parle? Grazielli. Ah, Grazielli. Bonjour. En fait, la dynamique de ce travail, c'est comme ça. En fait, je vous organise en petits groupes autour de ces 5 livres, de ces 5 œuvres, 5 œuvres, pour avoir avec qui discuter et approfondir la compréhension du livre. Et c'est prévu aussi dans les romans un séminaire de débat, une espèce de café littéraire, une discussion libre, en fait. Une discussion libre, mais guidée quand même, parce que moi, je vais être présent, je vais entrer dans les groupes, discuter avec vous, pour vous donner un espace, je dirais, institutionnel d'échange, de débat, de compréhension de l'œuvre. Mais la dissertation en tant que travail écrit, c'est un travail individuel. D'accord? Et j'arrête ici le partage et je reviens ici sur PDF Exchange. Voilà. Voilà, ça marche. Donc, vous avez ici le programme. On a discuté le programme mardi. Donc, si, pour ceux qui n'étaient pas présents, si vous voulez une présentation avec un niveau plus grand des détails du programme, vous pouvez regarder la vidéo du cours de mardi. Et je reviens ici juste pour vous montrer la dissertation, juste pour vous montrer comment retrouver les informations de la dissertation dans les programmes. Donc ici, vous avez en bleu, ici, dissertation. Donc c'est prévu pour le 25 mars un débat, cette séance de débat qui vaudra 5 points. Et puis nous avons les dates avec l'indication de l'évaluation de ces étapes-là. Donc, la dissertation plus l'exposé oral, ça fait 50 points. C'est la moitié des points concernant cette discipline. L'autre moitié, ce sont des activités qu'on va faire sur chaque unité, chaque siècle, en fait. Le 16e, 17e, 18e, 19e et 20e siècle, comme je vous ai présenté. Et donc ici, juste après, vous avez aussi les critères d'évaluation de cette dissertation. La dissertation, en fait, c'est un travail académique. Je vais vous donner encore plus de précisions, d'informations sur comment faire ce travail. J'attends à partir de mars, si je ne me trompe pas, un moniteur qui sera disponible aussi pour vous aider avec
le formatage et la conception de cette dissertation, mais moi aussi, je vais vous accompagner aussi et corriger chaque étape avec vous. Mais ici, vous avez tous les critères que j'utilise pour l'évaluation de ce travail. Donc, pour ne pas dépenser le temps d'aujourd'hui dans une explication qui a été déjà faite mardi, je vous conseille de regarder le cours de mardi. Et si vous avez encore des questions, vous me les posez, je vous réponds dans une prochaine fois. D'accord? Donc, on revient ici sur Teams. Voilà, donc les livres de la dissertation sont déjà disponibles sur Teams. Vous pouvez jeter un coup d'œil et voir si ça vous intéresse ou lequel vous intéresse. Et vous suivez le lien qui vous mettra dans ce document de Google Drive et vous signez les noms devant l'œuvre choisie. Et comme je dis, mardi, c'est maximum 6 élèves par chaque livre. Donc, ne mettez pas 7 et n'effacez pas le nom du camarade de classe pour mettre le vôtre à la place. D'accord? Donc, si c'est déjà tout pris, respectez ceux qui sont arrivés en premier et choisissez une autre œuvre. D'accord? Donc, laisse voir s'il y a encore quelque chose à parler de la salle virtuelle. Non, c'est tout. C'est bon. Et donc, dans les archives, je vais mettre les fichiers concernant chaque unité ou chaque siècle, parce qu'en fait, j'ai organisé les unités de contenu ici autour des siècles. D'accord? Donc, en tout cas, je vous dis, après que c'est déjà fait, je vous laisse une note ici, vous recommandant aller chercher et voir tout ce qui est déjà disponible. Et donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette organisation? Non? D'accord. Seulement une question, monsieur. C'est Lazare? Oui. À propos de ce PDF-là que vous avez, que vous venez de montrer, j'observe qu'il y a de petites marcations, des marques. Est-ce que vous pouvez partager ce PDF-là avec nous? Oui, 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 je peux le faire. Je peux échanger celui qui est déjà disponible par celui-là. D'accord? C'est parce que j'ai noté quelque chose pendant les cours mardi, mais j'avais déjà téléchargé sur Teams le document sans trop de marques. Mais je peux le faire. Dans l'après-midi, aujourd'hui, je le ferai. D'accord? Surtout parce que le premier document manquait l'indication du nombre de pages, n'est-ce pas? Donc, la dissertation, c'est un travail à 5-6 pages. Et cette information, il manquait cette information sur les documents présentés. Donc, dans l'après-midi, je le ferai. D'accord? Et D'accord. donc, voilà. Pour aujourd'hui, vous pouvez voir dans le programme ce qui est prévu. C'était une introduction sur qu'est-ce que la littérature, l'histoire littéraire, école, courant, mouvement. Je crois que ça suffit. Peut-être que je ne vais pas entrer dans la problématique des genres littéraires. Et dans les cours des romans, tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui suit les deux cours, mais j'ai eu une très faible participation, donc j'ai trop parlé dans le premier cours. Et j'espère que là, à 10h30 du matin, vous êtes un peu plus éveillés que les élèves du cours précédent.
Et je voulais vous écouter un peu plus sur qu'est-ce que la littérature selon vous. Et là, j'attends, ne vous inquiétez pas, je n'attends pas une définition théorique profonde, basée sur des théoriciens. Non, j'attends plutôt, ou j'attends une définition plus intuitive, mais si vous avez des références plutôt théoriques, c'est valable aussi. Mais il n'y a pas de règle, je voulais juste vous écouter ce que vous avez à partager au niveau de la définition de littérature selon vous. La littérature, c'est ce qu'on veut, c'est tout et rien, c'est ça? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Lorena, je ne sais pas si tu commences à parler. Ah, d'accord. Bonjour, professeur. Bonjour, c'est Raphaël? Caio. Ah, pardon, Caio. Salut, Caio, ça va? Salut, salut, ça va? On s'est rencontrés récemment en croisant à vélo, n'est-ce pas? Caio? Oui, oui. Je pense que sur la question de quelle est la littérature pour nous, oui, je pense que la littérature, c'est subversion et c'est langage aussi. C'est subversion parce que la littérature peut changer la façon que pensent les gens. Et c'est langage parce que la littérature, c'est aussi l'expression de la subjectivité. Et la subjectivité, seulement est possible parce que il y a le langage. Et pour moi, c'est ça. La littérature, c'est subversion, c'est changement, c'est politique et c'est langage aussi. D'accord. Là, tu as apporté les politiques aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui, merci, très bien. Et en fait, ouais, tu as des bonnes provocations ici pour commencer le débat. Est-ce que quelqu'un veut encore partager ses opinions? Je suis d'accord avec mon collègue et j'ajoute le mot idéologie. Il a parlé politique, mais Oui. j'ajoute idéologie. Idéologie, je pense que idéologie et politique sont des choses qui marchent à côté, une l'autre, mais il faut il faut ajouter ce mot-là aussi. D'accord, très bien. Je me souviens toujours des cours de Sidney. Il disait tout le temps que la littérature est un produit de la société. Alors c'est ça, c'est un art, mais aussi un produit de la société. Parce que, comme Gloria dit tout le temps, il n'y a pas vraiment une écriture totalement individuelle. Parce que nous sommes insérés dans la société et il y a des textes qui se dialoguent entre eux. Oui, c'est Laetitia, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, et donc tu as dit c'est de l'art et un produit de la société, n'est-ce pas? Oui. Ok, très bien aussi. Quelqu'un d'autre? Je suis absolument d'accord avec les collègues. Juste pour synthétiser peut-être, la littérature est une manifestation artistique de l'être humain. Donc, c'est une manifestation en société, vers la société aussi, à travers de la société. C'est pour ça que nous pouvons dire que la littérature expresse la politique, la culture et d'autres domaines. Donc,
C'est ça. Je prends des notes ici parce que c'est très intéressant. OK. Il y a juste un message ici disant que vous êtes enregistré, donc vous êtes d'accord parce que vos images sont présentes ici. D'accord. Je ferme vos manifestations pour l'instant. Avant de commencer, 2 secondes, je vois qu'il y a 2 messages sur le chat aussi. 2 secondes. Héloïse, la littérature peut être aussi un patchwork. Oui, d'accord. Donc, je mets ici, Héloïse, un patchwork. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Vous avez déjà apporté des éléments pour faire un cours tout entier. Donc, Caio, tu commences avec l'idée de subversion. D'accord. Luciane, tu es d'accord avec Laetitia, mais par contre, tu cherches ton micro. D'accord. Dès que tu les trouves, tu l'ouvres et tu participes avec nous. D'accord. Ou sinon, tu peux écrire ta définition ici, je l'aurai sur le chat. Mais c'est intéressant parce que avant d'entrer, Caio, dans l'idée de subversion et de politique, il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit, c'est que la littérature, à ton avis, c'est du langage, et tu as dit l'expression de la subjectivité. Je suis d'accord avec l'une et avec l'autre, mais je pense que c'est une question très provocatrice quand tu associes les deux, langage et expression de la subjectivité. Parce que tu as dit que l'expression de la subjectivité, elle se fait toujours sous la forme du langage. Et là, avant d'entrer dans d'autres questions, je vous demande, est-ce qu'on peut avoir la manifestation de la subjectivité qui n'est pas sous la forme du langage? Daniel? Oui. Peut-être, mais quand tu penses à la peinture, tu peux penser aussi sur l'expression de la subjectivité. Dans la peinture, tu n'uses pas les mots et les propositions comme les moyens de transmission. Tu uses autres moyens d'expression que ça c'est pas la langage. Pourtant, je pense que il n'y a pas une corrélation. Mais Caio, la peinture, elle a aussi son système de signes, n'est-ce pas? Je vois ici que Juliane, elle fait un signe d'être d'accord, et Juliane, elle travaille avec la relation entre la peinture, elle recherche la relation entre la peinture et la littérature. Donc, c'est intéressant parce que la peinture, elle s'organise aussi en tant que langage. D'accord? Le langage, en tant que concept, ce n'est pas seulement le langage verbal. Il y a un langage visuel, un langage pictural ou d'autres possibilités. Et là, je vous apporte aussi une petite idée de la psychanalyse, parce que la psychanalyse, elle dit que notre inconscient s'organise aussi comme un langage, n'est-ce pas? Parce que je pense, quand je dis que ton association était provocatrice, c'est parce que je pensais, quand je t'écoutais, peut-être on peut avoir
des manifestations subjectives qui sont à la base instinctives, c'est-à-dire elles viennent, elles sont primaires, elles ne sont pas encore organisées ou tellement organisées sous le forme d'un langage. Mais je me demande en même temps si on est capable de voir un sens, si ça ne devient ensuite une forme de langage. Et par exemple, la violence, ça peut être une manifestation de la subjectivité de quelqu'un. Elle peut venir sous la forme d'un acte, d'une agression. Mais, et là, vous avez dit tout à l'heure, la politique. Une façon de manifester son opinion politique se fait à partir de la violence aussi. Par exemple, quand on demande certains droits, n'est-ce pas? Et donc, je me demande, parce que tout au début, quand je t'écoutais, je pensais que peut-être c'était possible de trouver une forme d'expression de la subjectivité qui était tellement primaire qu'elle ne pourrait pas être considérée du langage. Mais là, je me demande si on ne finit pas par toujours avoir une forme de langage. D'accord? Là, je vais un peu trop loin, mais c'est juste pour provoquer, pour vous faire réfléchir et voir, parce qu'en fait, cette définition de littérature, elle sera toujours... parce que vous allez voir, on va dépenser ici aujourd'hui une demi-heure, 40 minutes, en essayant de définir la littérature. Et toute définition qu'on apportera ici sera provisoire. Elle va servir jusqu'à un certain point. D'accord? Ah oui, d'accord, pour cette manifestation littéraire, oui, d'accord, on peut la définir, on peut définir la littérature comme ça. Mais je vous apporte un autre type de livre, un autre type d'œuvre littéraire qui dépasse déjà l'autre définition. D'accord? Donc, un exercice courant ou fréquent des études littéraires, c'est avant de commencer, on présente la définition de littérature que nous avons pour cette analyse. Parce qu'un autre livre, on aura besoin d'une autre définition. Donc, notre exercice sera presque toujours d'abord la définition de notre objet. D'accord? Parce que, pourquoi je l'ai dit? Comme je vous ai dit mardi, surtout dans ces cours de panorama, j'essaie de vous apporter une large possibilité d'objets littéraires qui va de l'essai philosophique de Montaigne aux lettres, ou passe par les lettres de Madame de Sévigné. On arrive au pamphlet politique de Zola et on aura des poèmes lyriques tout court et un roman fictionnel en quelque sorte comme L'étranger de Camus. D'accord? Donc, ce qu'on va essayer, c'est quand même de situer tout ce qui est possible dans la littérature, mais qui, ce sont des objets complètement différents. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à cette idée? Est-ce que c'est possible de se manifester subjectivement sans le faire sous la forme d'un langage? C'est assez compliqué, hein? Ce n'est pas facile à répondre. N'est-ce pas? Par exemple, je pense qu'il faut premièrement donner une définition, ou pas donner, mais essayer de donner une définition pour qu'est-ce que c'est le langage. Exactement. Ouais. Par exemple, vous savez, mon chat Jobin, il participe assez souvent des cours. Et moi, j'ai un système de communication avec lui. Et ça marche. Ça marche. Il me demande les choses, je réponds avec des actes.
et moi, je fais des actes, je l'appelle, il vient, et nous avons tout un échange qui est subjectif, en quelque sorte. Il a sa subjectivité des chats, et moi, ma subjectivité de personne. Mais quand même, on arrive à certains résultats ici, chez nous, n'est-ce pas? Par contre, lui, il n'arrive pas à produire de la littérature, n'est-ce pas? Ça, c'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure dans les cours de romans. En tant qu'être humain, même si nous sommes très proches des animaux, la littérature et la fiction nous projettent au-delà de la vie animale tout court, n'est-ce pas? Parce que nous avons cette virtualité, cette possibilité de la fiction, de la littérature, de la pensée abstraite, laquelle ou que les animaux ne sont pas capables. Les animaux, en quelque sorte, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sentiments, d'accord? Mais par contre, et cela ne veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas de langage, parce qu'on sait que les animaux, ils ont... moi, je ne suis pas de la linguistique, je suis de la littérature, mais je sais qu'il y a des études qui sont capables d'établir un système de langage de certains animaux. Les singes, les baleines, Juliana, je ne sais pas... Normalement, on dit que le système de langage des abeilles est bien développé. Oui, oui, voilà. Et récemment, c'est drôle d'apporter l'exemple des abeilles. J'écoutais une émission et quelqu'un a dit, en fait, oui, par contre, les abeilles, on ne va pas avoir un Niemeyer chez les abeilles parce qu'elles vont reproduire ce qu'elles ont programmé génétiquement. Et nous, on est presque capable de changer la génétique, n'est-ce pas? Les changements génétiques, c'est un acte poétique, en quelque sorte. C'est-à-dire de production de quelque chose poétique, pas dans le sens de la poésie, mais dans le sens de production, n'est-ce pas? On produit quelque chose de nouveau. Un être qui n'existait pas au monde avant. Et là, j'aime bien, j'utilise toujours cet exemple de Marcel Duchamp avec son œuvre La roue de bicyclette sur le tabouret ou sur les bancs, je ne sais pas exactement les titres. Mais c'est ça, c'est l'assemblage d'un tabouret avec une roue de vélo. Et en fait, il dit, avec ce ready-made, comme il l'appelle, c'est une façon d'avoir un objet nouveau qui n'existait pas avant au monde, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un acte vraiment poétique. Ce n'est pas de la reproduction, ce n'est pas de l'imitation, c'est la production, effectivement, de quelque chose de nouveau. Donc, cela dit, Kai, nous avons le côté politique, le côté du langage et de la subversion. J'aime bien l'idée de la subversion. Héloïse, tu as dit le patchwork, et en fait, ce début de présentation conceptuelle sera un patchwork, parce que ça ne va pas de manière linéaire. Ce sera... je vais suivre votre présentation ici. Et donc, le côté des subversions de la littérature est intéressant à remarquer ici. Il y a une conception assez importante de littérature on peut situer dans le formalisme russe, un courant de la théorie littéraire des années 20 du XXe siècle. Ils avaient
ce côté de, ou ce concept de l'étrangeté, c'est-à-dire la production littéraire, surtout la production littéraire avant-gardiste, c'est-à-dire des avant-gardes, ce qu'elle cherchait, c'était l'étrangement de la perception. Et l'étrangement de la perception, c'est une sorte de subversion de la perception naturelle, ou pas naturelle, mais de la perception conventionnelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les objets esthétiques, selon la conception de la littérature des formalistes russes, c'est de nous arrêter et nous faire questionner ou mettre en question la réalité tout court, la réalité telle comme nous la percevons. D'accord? Donc, ça peut être, donc l'idée ici de subversion, moi je la divise en deux chemins différents. Un chemin esthétique, c'est-à-dire des changements de la perception, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on prend toujours le même chemin pour aller au travail, pour aller à la fac, pour aller à la boulangerie. Un artiste vient et fait quelque chose de différent, une manifestation artistique. Ça changera notre façon d'apercevoir ce chemin qu'on faisait de manière automatique. Et normalement, ça se fait à partir de l'esthétique. C'est à partir de sens, à partir de notre possibilité de perception. La vision, l'odorat, l'ouïe, la faculté d'écoute, etc. Une autre possibilité de subversion, c'est du côté politique, n'est-ce pas? On utilise la littérature pour changer l'opinion, pour changer la vision du monde des gens, pour arriver ou pas à un objectif politique défini ou moins défini. D'accord? Genre, ça peut être une dénonciation sociale par rapport aux difficultés d'une certaine classe sociale, ou une différence, une inégalité par rapport à genre, homme, femme, transsexuel, par exemple, ou par rapport à la couleur de la peau, de l'ethnie, etc. Donc, la littérature, l'art, je parle ici de littérature parce que nous sommes dans un cours de littérature, mais l'art est semblable dans ces cas. Donc, les manifestations artistiques en général servent aussi à une finalité politique, de changement de la réalité concrète. D'accord? Donc, c'est côté de la subversion apportée par par Kant. Et Lázaro, il nous apporte ici l'idée de l'idéologie, la littérature comme porteuse de l'idéologie ou d'une idéologie, n'est-ce pas? Et moi, j'ai mis ici dans mes notes entre parenthèses vision de monde, n'est-ce pas? Parce que le mot idéologie, assez souvent, il est bien chargé d'un certain sens. Et assez souvent, aujourd'hui, on utilise idéologie avec un sens négatif, n'est-ce pas? Pour vous savez, moi, j'aime bien les exemples politiques. Et assez souvent, dans la politique, ici au Brésil, genre la campagne électorale de Bolsonaro, il disait que ce qu'il cherchait, c'était la nouvelle politique sans idéologie, n'est-ce pas? L'idée d'être sans idéologie, ça nous montre déjà une autre idéologie, n'est-ce pas? Donc, ou assez souvent, un autre discours qui essaye de montrer l'idéologie des autres comme si ils n'avaient pas leur propre idéologie, c'est le néolibéralisme ou le libéralisme économique. Assez souvent,
ils disent non, notre politique économique est sans idéologie. Et quelle est la politique? C'est le libre marché. Donc, le libre marché aussi, c'est une vision du monde, une façon de voir ou de concevoir le monde. Donc, on peut dissocier l'idée d'idéologie et des visions du monde. Peut-être la vision du monde, c'est quelque chose un peu plus large, n'est-ce pas? Ça inclut sa vision de l'amour, de la mort, de l'existence, de la politique, de l'économie, une vision esthétique aussi, n'est-ce pas? Par exemple, comme je vous donnais des exemples de la politique, assez souvent on écoute je suis conservateur dans les mœurs et libéral dans l'économie. On peut dire aussi, oui, je suis libéral dans les arts et conservateur dans la cuisine, n'est-ce pas? Ouais, j'aime pas les aventures culinaires, n'est-ce pas? Mélanger, par exemple, mélanger sucré et salé. Non, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien. Monsieur, Oui. quand on parle de subjectivité, je pense qu'il inclut l'idée de vision du monde. Oui, oui, aussi. Oui. Parce qu'en fait, on peut entrer un peu dans cette distinction, mais je pense que subjectivité et vision de monde elles se touchent, mais ce sont des choses différentes. D'accord? Comme si vision de monde, moi je placerais vision de monde comme une position que tu affirmes face au monde. Et la subjectivité, c'est quelque chose peut-être de plus intime. D'accord? Inconsciente et consciente en même temps, peut-être. D'accord? C'est plutôt lié à ta manière de sentir et de réagir aussi. Et vision de monde, je pense que c'est déjà une position définie, une position politique, une position existentielle déjà définie. D'accord? C'est juste dans ma tête. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette distinction. Attends, je vois ici le chat, ça, non, ça va. OK, ça va. Et donc, voilà. Donc, idéologie et vision du monde. Et Lázaro, la politique, c'est toujours de l'idéologie? C'est une question que je te pose à partir de ta question. Si la politique, c'est toujours un domaine de l'idéologie, pardon. Ouais. Je pense que ça dépend, parce que nous pouvons penser en politique de diverses manières aussi. Nous pouvons, politique, c'est aussi un mot qu'il faut en fait aussi définir et donner le concept, parce que c'est un mot complexe aussi. Mais je pense que ça peut échapper un peu le concept d'idéologie. Ça ne peut pas contenir la politique totalement. La politique peut échapper un peu. D'accord. Lázaro, moi j'ai une vision de l'art et de la littérature plus ou moins comme la vision que j'ai de la politique. Je suis d'accord avec toi que la politique dépasse l'idéologie. Pour résumer, je pense que la politique, elle est idéologique quand nous avons une façon préconçue de faire face contre les problèmes que nous avons, les nouveaux problèmes que nous avons. Une touche dans un moment précis. Oui, par exemple, nous avons un nouveau problème
mais la solution est toujours celle définie par l'idéologie. Peu importe le problème, s'il est nouveau ou s'il n'est pas nouveau. Pourquoi je dis que j'aime plus ou moins la même posture dans les arts et dans la politique? Par exemple, nous vivons ces contextes de pandémie. C'est quelque chose de nouveau, au moins pour notre génération, n'est-ce pas? C'est la première fois que nous vivons une pandémie de l'ampleur de celle-là. Donc, nous n'avons pas de solution prédéfinie, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui pensent que oui. Et par exemple, non, l'économie ne peut pas s'arrêter. Il faut suivre, il faut avancer comme si il n'y avait pas de pandémie. Mais la pandémie, c'est un événement nouveau que nous n'avons pas l'habitude, nous n'avons pas de l'expérience de vie. Dans les arts, moi, j'ai plus ou moins la même posture. Pourquoi? Et je répète ça dans mes cours. La théorie littéraire, elle est toujours derrière les manifestations artistiques. C'est-à-dire, les artistes, ils sont tellement créatifs qu'ils vont toujours nous proposer un objet artistique nouveau pour lequel nous n'avons pas encore une approche définie. Donc, il faut se repositionner face à cet objet artistique, n'est-ce pas? Par exemple, on disait tout à l'heure dans les cours des romans, on parlait de fiction. Donc, nous avons une idée de fiction. Et tout d'un coup, les écrivains commencent à écrire des autobiographies. Ils racontent leur propre vie. Donc, ce n'est pas tout simplement de la fiction. Ah, on va dire, oui, mais quand on se raconte, on s'invente, on se crée. Donc, c'est l'autobiographie, c'est aussi de la fiction. Ah, d'accord, ok. Mais et les écrivains qui écrivent quelque chose qui part de leur vie, mais ça arrive à une fiction. Donc, on est obligé de créer un nouveau concept d'autofiction, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas, on a les romans historiques et puis on va subvertir, comme disait Kai tout à l'heure, les romans historiques et faire comme soumission de Houellebecq, qui est une fiction politique, n'est-ce pas? Il part du contexte de 2015 pour écrire un roman qui se passe en 2022 avec des personnages, certains personnages existant réellement dans le monde. Donc, vous voyez que artistiquement, on a toujours besoin de se repositionner, de se repenser et de repenser les instruments que nous avons pour faire l'analyse et comprendre les œuvres, les livres, etc. Et tout ça pour parler de politique et idéologie. Et je pense que certains critiques littéraires, pour ne pas parler de professeurs, assez souvent, ils ont une identification personnelle avec un certain système théorique qu'ils mobilisent toujours pour l'interprétation, l'analyse littéraire. Même si l'objet, même si cette théorie n'est pas la plus adéquate à un certain objet littéraire. D'accord? Raison pour laquelle je pense qu'il faut étudier et comprendre différentes théories et les mobiliser selon l'œuvre analysée. D'accord? Ça, c'est mon opinion. je ne vous demande pas de me suivre dans cette opinion. Laetitia nous a dit ici que la littérature, c'est de l'art et c'est un produit de la société. Nous avons une autre, parce que là, c'est intéressant parce que je peux mobiliser ici deux conceptions différentes de littérature, comme une liée au génie artistique du romantisme, qui est celle
c'est-à-dire le génie de l'écrivain est capable de créer une œuvre littéraire ou artistique à partir de rien, à partir de sa propre subjectivité, à partir de l'inspiration, n'est-ce pas? Il y a une autre conception littéraire proche de celle apportée par Laetitia ici, qui comprend la littérature ou les arts comme un produit de la société. C'est-à-dire, tout ce qu'on produit est en fait une reproduction ou est en contact ou est un produit de la société. C'est-à-dire, on cherche dans l'œuvre artistique non la manifestation subjectivité du génie artistique, mais plutôt une réponse à quelque chose de la société, à, comme je disais tout à l'heure, une société inégale, une société raciste, une société misogyne, etc. Donc, comme si la littérature, c'était un espace de dénonciation des problèmes sociaux. Et comme ça, la littérature, elle reproduit. Il y a deux choses, en fait. Elle peut reproduire pour subverter, donc pour nous faire critique à certains problèmes sociaux. D'autre côté, elle peut affirmer ces problèmes sociaux. D'accord? Et là, je vois les manifestations contre Houellebecq, ici, dans les chats. 2 secondes. La poétique, depuis la littérature, est une imitation de la réalité. Quelle réalité? C'est une question. Exactement, Raphaël. Parce que aussi, je pense que la vision d'Aristote, peut-être elle était bien pour le système de pensée de son époque. Aujourd'hui, nous avons, je ne sais pas, une conception de la réalité beaucoup plus nuancée, n'est-ce pas? On a beaucoup plus du mal à dire ce qui est la réalité que peut-être Aristote avait à son époque, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut toujours se demander si c'est vraiment réel ou pas, n'est-ce pas? Nous avons, je crois que je ne sais pas si les noms, c'est deepfake, c'est vraiment comme ça. On est capable de faire une vidéo crédible avec mon image, par exemple, et vous pouvez voir même faire la lecture des lèvres, comme si c'était moi parlant, disant une chose que je n'ai jamais dit. D'accord? Je crois que le nom de ce genre de choses, c'est deepfake ou mensonge profond, si on traduit, je ne sais pas si ça existe. Mais dans un monde de fake news, par exemple, on se méfie toujours, peut-être la littérature est beaucoup plus réelle que certaines choses qu'on lit et qu'on écoute quelque part, n'est-ce pas? Comme je vous dis, j'aime bien la politique, les actualités, c'est pas par hasard que j'essaye d'apporter une littérature en dialogue avec ces choses. Vous savez, il y a 2 semaines, je ne sais pas, le canal YouTube Terça Livre a été chuté, il a été fermé en raison des choses qu'il disait, que le mec, pour ne pas dire les journalistes, le mec disait, et donc pour certaines personnes qui les suivaient, qui croyaient à ce qu'il disait était réel. Donc là, je suis d'accord avec Raphaël. Ces discours de Terça Livre, par exemple, il représentait une réalité que pour d'autres personnes n'existe pas, n'est-ce pas? Donc la réalité, ou dire ce qui est la réalité aujourd'hui, est beaucoup plus difficile. Donc peut-être peut-être définir la littérature aujourd'hui serait plus facile que de définir la réalité.
où la littérature est plus concrète. Je suis vraiment d'accord avec vous, monsieur. Voilà. C'est très difficile de définir qu'est-ce que c'est la réalité. Oui. Donc, la littérature, c'est de l'art, oui. C'est un produit de la société, oui. Mais ces produits de la société, l'art en tant que produit de la société, ça peut être une affirmation de la réalité ou de la société ou une contestation de la réalité de la société. D'accord? Donc, on est là dans le domaine du possible. Tout est possible dans ce domaine de la littérature. Ensuite, Raphaël, une manifestation artistique en société, vers la société, qui exprime la culture, la société, etc. 2 secondes, ici. Je vois juste un truc ici. Oui, une manifestation artistique en société et vers la société. C'est intéressant de penser, voilà une question que je voulais vous écouter, vous entendre. Raphaël a dit que la littérature, c'est une manifestation artistique. La littérature est toujours artistique. Pour moi, non. Pourquoi? Mon Dieu. Alors, pourquoi non? Il y a des choses qui sont vraiment compliquées, comme la littérature. On va s'exprimer d'une manière différente, par exemple. Quand je parle d'économie, pour moi, ce n'est pas une expression artistique, parce que c'est un sujet qui, pour moi, c'est fichier, par exemple, comme la politique. Mais pour votre vision, professeur, c'est au contraire. Alors, pour moi, chaque personne a sa propre vision de ce que c'est la manifestation artistique. C'est la réalité. Parce que pour moi, peut-être une forme d'art. Mais pour vous, c'est au contraire, peut-être non. Alors, c'est une chose compliquée de dire. C'est pour cette raison que pour moi, la littérature, ce n'est pas une manifestation artistique proprement dite. Mais c'est ça. Une minute. Et je vois ici que Raphaël, il a dit qu'est-ce qu'on considère artistique. Et peut-être Oui, c'est je ça. pense que c'est pour chaque personne. Qu'est-ce que tu peux faire? Pour moi, la musique, c'est une expression, une peinture, une pièce de théâtre, un poème. C'est l'expression, mais les autres choses, peut-être non. Mais pour vous aussi, Raphaël, je ne sais pas. Mais alors, c'est pour cette raison que je ne vous l'ai dit. Mais c'est ça, professeur. C'est compliqué, je dis, parce que chaque personne a votre opinion pour chaque chose. C'est normal. Oui, c'est pour cette raison, c'est pas que je ne voulais pas parler, mais c'est pour cette raison que tu dois parler. D'accord? C'est compliqué, professeur, parce que je me sens terrible, horrible, je sens beaucoup de choses à cause de ça. C'est un peu compliqué. T'inquiète pas. Mais Raphaël, pour aborder cette question, moi je dirais d'abord, il faut distinguer. Oui, Juliana est vrai. Parce que Welbeck, c'est juste ça. Quand je lis ce livre, je déteste à cause de ça, parce qu'il expresse beaucoup de choses de mauvaises à mon avis. C'est pour cette raison que je le déteste. Mais d'accord. Caio, tu veux, avant que je n'entre pas dans la distinction artistique, esthétique. Oui, j'ai une opinion sur l'art, sur les questions de l'art. Il y a des auteurs qui s'appellent Otto Maria Carpo. Et il parle de l'art, de la littérature, comme une séductrice de leçons.
Et je me rappelle que Max Weber dit choses pareilles. Il dit que la littérature, les arts sont subvertrices diaboliques, je pense. Oui. Et pour moi, je pense que là, c'est une chose qui porte des rythmes, une mélodie, un sens de proportion, de cadence. Et c'est ça. D'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais juste pour faire comme d'habitude, pour faire le bordel ici, je suis d'accord avec toi, mais par exemple, on peut avoir du rythme aussi dans un discours politique. Quelqu'un comme Barack Obama, qui était un bon orateur, c'est quelqu'un qui arrive à avoir un rythme aussi. Si on pense à un autre contexte différent, le contexte de l'humour et de comédiens stand-uppers qui font la comédie stand-up, il y a un rythme de parole aussi. Il y a un rythme de la blague. On attend la compréhension du public et on continue après, n'est-ce pas? Donc, le rythme en soi n'est pas ne définit pas ce qui est artistique seulement. Ça fait partie d'un objet artistique. Je suis tout à fait d'accord. Et même, assez souvent, on associe le rythme à la musique, au son, à la musicalité, etc. Mais on peut avoir un rythme aussi dans une peinture, n'est-ce pas? On est capable de voir un rythme ou une sensation ou une perception de rythme dans une œuvre, dans un tableau, par exemple. Mais où je voulais arriver avec cette discussion de artistique et esthétique, parce que en fait, qu'est-ce qui est artistique? Parce que l'idée de art, ça vient de cette idée de artifice, c'est-à-dire un produit, quelque chose qui est produit, n'est-ce pas? Donc, un discours politique, il est artistique en tant que produit. Il a été produit. Il a été conçu d'une certaine façon. Donc, peut-être moi, je tournerai cette question de Raphaël, de manifestation artistique, par pardon, je ne sais pas si de manifestation artistique vers une manifestation esthétique, c'est-à-dire une manifestation qui veut provoquer une certaine perception des sens, dont le message est basé sur la perception de cette manifestation. Vous voyez? Donc, quand on parle d'esthétique, on parle des sens et de la perception des choses. Ça peut être par la vision, par l'odorat, par les goûts, par l'ouïe, le toucher, etc. Etc. Non, parce qu'on n'a pas d'autres possibilités d'essence. Je ne sais pas si... oui, mental, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais peut-être je pousse trop loin cette idée de dire qu'un discours politique est artistique, mais peut-être la différence, c'est l'emphase. C'est l'emphase qu'on met sur la forme de cette expression. La littérature, elle met en avant la forme de cette expression, la peinture, la musique, etc. N'est-ce pas? Genre, je ne sais pas comment dire
ça en français, mais battre les casseroles, quand on fait ici pour la manifestation politique. On produit un son, mais on va dire que l'objectif de ces sons n'est pas artistique, mais un objectif politique. On revendique quelque chose. Mais si on va dans un concert des Tonzais, par exemple, et il bat les casseroles avec un rythme, aussi, il n'utilise pas un instrument conventionnel, il utilise la casserole, etc. Donc, nous avons déjà un usage du même objet à une finalité ou avec une finalité artistique, dans ce sens. D'accord? Et aussi, cette finalité esthétique, comme je vous ai dit, l'objet artistique, il mobilise les sens pour, assez souvent, surtout dans une conception moderne d'art, nous avons cette idée de subverter la perception quotidienne, n'est-ce pas? Imaginez par exemple essayer d'imaginer, parce que là c'est un exercice, parce qu'on connaît la guitare électrique aujourd'hui. Vous êtes né dans un contexte dans lequel la guitare électrique existait déjà. Mais imaginez un contexte où elle n'existait pas. Et on introduit la guitare électrique dans la musique populaire. Donc, ça crée une perception nouvelle et les gens qui étaient habitués à écouter une sorte de musique, ils auront quand même une perception problématique, je dirais. Ils vont aimer ou pas aimer, mais ils vont s'arrêter quand même pour écouter cette musique avec la guitare électrique. Et puis, ils vont dire s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Mais ils ne vont pas écouter de manière automatique une première chanson avec la guitare électrique. Je vous conseille, par exemple, de regarder une vidéo de Jim Hendrix, je vais dire, comme je l'ai dit en portugais, pas en français, Jim Hendrix, dans le festival Woodstock. C'est vraiment un truc bizarre, un truc différent. Mais même aujourd'hui, si on essaye de voir ça, c'était complètement différent, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, si on prend un nouveau groupe de rock indie, ils vont jouer de la guitare exactement pareil à tous les autres groupes de rock indie. Donc, il n'y a pas de surprise. La question, c'est celle-là. D'accord? Quand on mobilise la production pour faire un changement de perception, on utilise esthétiquement les instruments, etc., les possibilités de création pour produire une surprise de perception. D'accord? La blague, je vous ai donné l'exemple de stand-upper, la blague, c'est plus ou moins pareil. Elle a besoin de la surprise, n'est-ce pas? Mais la blague, elle a un contenu, elle n'est pas seulement formelle. La blague, l'objet artistique, il peut être plutôt formel et moins basé sur le message. La blague, elle nous apporte un message aussi, mais elle a besoin de la surprise pour nous faire rire. Une fois écouté la blague, la deuxième fois qu'on écoute la même blague, c'est moins drôle. Vous voyez la présence de l'élément surprise pour la perception. Ouais. C'était juste un exemple. Donc, oui, donc là, c'était le patchwork d'Héloïse. C'était toute cette présentation. Et d'une certaine façon, Héloïse, la conception de littérature, les conceptions théoriques de littérature aujourd'hui
existent ou coexistent. Et ça nous donne cette conception de patchwork, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la littérature, c'est un roman politique, un poème lyrique, une chanson, la poésie des Cordel, les chansons de Bob Dylan, qui a reçu le Nobel de littérature. Quoi d'autre? Les poèmes visuels, n'est-ce pas? Donc, toutes ces conceptions de littérature coexistent. Elles existent en même temps. Et ça nous donne cette idée de patchwork ou de chanson de quoi? Chanson. Moi, je dirais toute chanson. Toute chanson. Aujourd'hui, on va dire que, par exemple, là, je vous donne l'exemple de Bob Dylan. Et j'ai un ami qui a écrit une thèse sur la relation entre Bob Dylan et Drummond, le poète brésilien. Et au début parce qu'il a commencé sa thèse en 2014, quelque chose comme ça. C'était avant le prix Nobel de Bob Dylan. Et donc, il sentait qu'il devait justifier de travailler dans un département de littérature avec les chansons de Bob Dylan. Et il a écouté de certains professeurs, ne perds pas ton temps avec ça parce qu'aujourd'hui, dans les facultés de lettres ou dans la critique littéraire, on considère la chanson comme de la littérature sans problème, sans trop de problèmes. Et 2 ans plus tard, Bob Dylan a reçu le prix Nobel. Le prix Nobel aussi, c'est une institution et on peut dire que c'est une légitimation qui n'est pas forcément esthétique. Elle peut être politique, culturelle, etc. Parce que toujours, pour affirmer la valeur esthétique ou artistique de la littérature, d'un objet artistique, peu importe, on aura toujours besoin d'autres éléments, d'autres supports, soit institutionnels, politiques, du marché, n'est-ce pas? Parce que, surtout dans les côtés des arts contemporains, on utilise assez souvent le marché pour légitimer un certain artiste, n'est-ce pas? C'est-à-dire, plus cher il est, plus de valeurs artistiques peut-être il aura. Je ne sais pas si vous suivez le marché artistique. Le marché artistique, c'est assez intéressant parce que le marché artistique, ce marché hyper cher, il sert aussi à blanchir de l'argent. Blanchir de l'argent, laver du dinheiro. N'est-ce pas? Surtout parce que les œuvres d'art ne payent pas d'impôts, elles ne dévalorisent pas. Et donc, si vous êtes un milliardaire dans une période de crise, vous pouvez acheter des œuvres artistiques et récupérer de l'argent plus tard. Et vous n'allez pas dépenser, vous n'allez pas payer d'impôts, vous n'allez pas perdre, par exemple, comme dans les actions financières. D'accord? Mais il faut quand même acheter, je ne sais pas, monnaie, je ne sais pas. D'accord? Voilà. Et donc, attends, le chat ici, en fait, vous avez dit chanson de quelque chose. D'accord. Je ne sais pas. Héloïse, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'étais dans le débit ici. Mais c'était chanson n'importe quoi. N'importe quel type de chanson. Elles sont plus ou moins artistiques. Je crois que c'était ça. Et donc, je m'arrête là avec cette discussion.
Je vais changer. Non, je ne vais pas changer ici. Attends. Qu'est-ce que je partage avec vous, en fait, en tant qu'écran? Ah, rien. D'accord. Je vais partager ici un livre. Et voilà. Ce n'est pas celui-là que je vais commencer aujourd'hui. Voilà. Oh, voici. Donc, vous avez ici ce livre d'Antoine Compagnon, Les démons de la théorie. Je vais mettre ce livre dans les documents si vous avez de l'intérêt. Je crois que peut-être vous, quelques-uns parmi vous, vous connaissez ce livre. Juliane, je pense que oui. Ce livre, il est intéressant. C'est un livre de théorie de la littérature. Par contre, il a été pris à un certain moment comme une espèce de Bible de la théorie littéraire. Donc, une espèce de manuel d'introduction à la théorie littéraire. C'est un livre intéressant, mais pas tout ça. C'est-à-dire que, comme un bon livre, il nous apporte des bonnes informations, mais il a d'autres problèmes aussi. Mais je vous explique un peu ce livre-là. Donc, l'idée ici de Compagnon, le démon de la théorie, la littérature et les sens communs. En fait, il va prendre certaines conceptions du sens commun, c'est-à-dire de la connaissance générale de tout le monde, et à partir de ces sens communs, il va développer ou il va analyser certains concepts d'une façon théorique. Et pour ces cours de panorama, ça m'intéresse. Le premier chapitre, le chapitre La littérature, je zoome ici pour vous donner une idée, parce que je ne vais pas entrer dans les détails. L'extension de la littérature, c'est jusqu'où c'est de la littérature, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, ça c'est un bon exemple. Je vous ai donné des exemples, par exemple, un discours politique, ça peut être artistique, n'est-ce pas? Assez souvent, nous avons, je dis assez souvent, mais ce n'est pas l'expression, nous avons des études sur les nazismes en Allemagne qui cherchent à analyser le côté esthétique de la politique nazie, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'exhibition de drapeaux des troupes de l'armée, les armes, l'obsession avec la figure, l'image du Führer, de Hitler, par exemple. Donc, il y a toute une esthétique du mouvement nazi. On voit ça assez souvent dans plusieurs régimes autoritaires, n'est-ce pas? Voilà. Par exemple, quand je suis allé au Venezuela en 2010, c'était Hugo Chavez, il était encore vivant, et on avait des images de Hugo Chavez partout. Donc, c'est une façon aussi de esthétiser la politique. On transforme la politique dans certaines manifestations imagétiques ou imagées. D'accord? Et juste pour vous donner un exemple de jusqu'où ça peut être la littérature, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Fernando Collor de Mello, notre ancien président, il est membre de l'Académie de lettres d'Alagoas, n'est-ce pas? Et la justification à l'époque, quand il a été invité à faire partie de l'Académie, c'est on a assemblé une série de ses discours en tant que politicien, n'est-ce pas? Donc, on essaye de voir... et c'est différent de José Sarney. José Sarney est un immortel de l'Académie brésilienne, mais quand même, il a publié des romans. Il a une œuvre littéraire tout court.
tels comme Temer. Temer, il a publié un livre de poèmes. Je sais qu'il y a un livre de poèmes pour Marcela Temer. J'ai déjà lu quelques-uns, c'est pas bon, mais c'est quand même, il a écrit des poèmes. Mais Collor, c'est pas le cas de Collor. Mais par contre, on a utilisé la qualité langagière. Je dis ici la qualité, je n'entre pas dans les mérites, si c'est bon, c'est pas bon. La caractéristique langagière a été utilisée comme justificatif pour l'invitation, n'est-ce pas? Donc, l'extension de la littérature, c'est quoi? Les lettres des écrivains, les notes, les cahiers de notes, les romans publiés, les poèmes publiés, les archives, quoi d'autre? Les interviews, comme je dis assez souvent, moi j'aime bien travailler sur les interviews d'écrivains. Donc, qu'est-ce que la littérature? C'est seulement les poèmes, les pièces de théâtre ou une présentation de théâtre. La performance, c'est de la littérature ou le théâtre est de la littérature seulement en tant que texte? Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on se pose, par exemple, quand on se demande par rapport à l'extension de la littérature. Je vais vous faire lire Montaigne, La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, ce sont des pièces morales, pas des pièces de théâtre, mais des phrases morales. C'est de la littérature ou pas? D'accord? Ensuite, nous avons ici la compréhension de la littérature, la fonction. Quelle est la fonction de la littérature? C'est la subversion, comme disait Caio tout à l'heure. C'est changer notre compréhension de la réalité. C'est changer notre vision du monde. Ou c'est affirmer notre vision du monde. Ou c'est dialoguer avec notre vision du monde. Ou encore, la fonction de la littérature, c'est faire plaisir. Ou c'est nous transformer en sujet critique. D'accord? Je n'ai pas de réponse. J'ai juste la question. D'accord? Je vais vous dire, oui, je suis payé pour poser des questions et pas pour vous apporter des réponses. Pour vous apporter des réponses, je vais te demander une augmentation de salaire. Dit Lázaro. Je suis complètement d'accord, mais je pense qu'il y a des choses qui sont incontournables. Lesquelles, par exemple? Je pense que, par exemple, un côté esthétique, esthétique, c'est ça. Ouais. Parce qu'un côté esthétique, c'est une caractéristique incontournable parce qu'il y a besoin d'un travaux soit avec le mot, soit avec le rythme, soit avec d'autres choses que font la composition d'une œuvre littéraire. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont incontournables. Mm-hmm. Oui, je suis d'accord avec toi. Cela ne veut pas dire que le côté esthétique d'une œuvre ou d'une autre a le même niveau d'exigence ou de travail. D'accord? Par exemple, il y a certaines œuvres qui sont considérées beaucoup plus pour leur côté politique que leur côté esthétique, et d'autres le contraire. Tu vois, par exemple, je donne toujours l'exemple de Maria Carolina de Jesus ou Carolina Maria de Jesus. J'oublie toujours l'ordre de son nom. Je pense que c'est Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Son œuvre est beaucoup plus analysée du côté transformatif de la réalité ou du côté politique qu'elle apporte que de la valeur esthétique. Même si aujourd'hui on est capable de
de percevoir ou d'accepter son côté esthétique, parce qu'il y a une forme. Et comme je t'ai dit, comme tu l'as dit, c'est incontournable. Si le travail de Carolina Maria de Jesus est différent, le travail du langage est différent de Guimarães Rosa ou de Proust, oui, c'est différent, mais il y a un travail esthétique aussi. Mais la communauté des lecteurs valorise esthétiquement peut-être plus Guimarães Rosa et Proust que Maria Carolina de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Tu vois, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur artistique. C'est pas cela que je dis, d'accord? Mais d'une façon générale, la critique tend à valoriser plus le travail esthétique d'un Guimarães Rosa que d'une Carolina Maria de Jesus. Mais une fois qu'elle a écrit le texte, et le texte existe, c'est-à-dire la forme existe aussi. N'est-ce pas? La question ici, c'est beaucoup plus, ou peut-être elle touche moins la forme en soi que la façon dont nous comprenons l'œuvre d'art. Tu vois, peut-être le problème est moins dans l'œuvre que chez nous. C'est nous, avant tout, qui mettons en rapport Guimarães Rosa d'un côté et Carolina Maria de Jesus de l'autre. Tu vois, on va dire dans un univers idéal, peut-être les deux seraient sur le même étagère, sur la même étagère. Oui. Sans distinction esthétique. D'accord? Donc, voilà. C'était ce côté. Ensuite, nous avons ici la compréhension de la littérature, la forme du contenu. Donc, une autre façon de penser la littérature, c'est à partir de ce côté esthétique. C'est avant tout, on analyse la forme et après les contenus. Il y a une autre possibilité qu'en fait, là, on est un peu plus critique quand on dit la forme définit les contenus. Il n'y a pas cet écart, cette distance entre la forme d'un côté et les contenus de l'autre. En fait, l'œuvre artistique, c'est quelque chose qui assemble en même temps la forme et le contenu. D'accord? Parce qu'il y avait des conceptions qui essayaient de distinguer cela. Une chose, c'est la forme, une autre chose, c'est le contenu. Et en fait, les deux viennent ensemble. Littérarité ou préjugé. Littérarité, c'est un concept des formalistes russes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui essayait de définir quelle est la particularité langagière du langage littéraire. D'accord? Mais quel est le problème de cette conception théorique? Prenons par exemple le poème de Manuel Bandeira, um poema extraído de uma notícia de jornal. Et vous voyez, il utilise le même langage qu'un reportage de journal. Donc, on s'est aperçu qu'il n'y a pas de différence de qualité ou de, j'oserais dire, il n'y a pas de différence d'essence entre les langages utilisés dans un roman et les langages utilisés dans un reportage de journal. Et on peut même avoir certains journalistes qui écrivent de façon tellement élaborée un reportage peut être plus élaboré que certains poèmes lyriques. N'est-ce pas? C'est possible. Donc, ils ont essayé de développer cette théorie de la littérarité, c'est-à-dire il y aurait un langage essentiellement littéraire, mais ils sont arrivés à la conclusion que cela n'existe pas. Il y a les langages et il y a l'utilisation du langage à des finalités artistiques ou pas artistiques. D'accord?
Et préjugés, en fait, c'est ça. C'est si on met en question un certain niveau de langage pour dire non, cela n'est pas artistique. Par exemple, le rap. Non, le rap, parce que c'est un langage des communautés ou de la périphérie, donc ce n'est pas artistique. Non. Non. D'accord? On peut voir, on peut reconnaître la valeur esthétique je sais pas, Rationalize MC, Les Grands Corps Malades, qui est un slammer français, Pablo Vittar, etc. Donc, ça suffit de bien lire et de bien écouter, n'est-ce pas? C'est drôle parce que je donnais un exemple qui m'est venu à l'esprit et j'ai vu, je n'ai pas lu le texte, mais il y a eu une étude qui a étudié de manière théorique la musicalité des Boum Boum Tintin et il me semble que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne croyait. N'est-ce pas? Et il y a, pour rester dans ce genre d'exemple, parce que parfois, surtout à l'université aujourd'hui, on est un peu plus ouvert d'esprit. Mais à l'université, quelques années, quelques décennies avant, on faisait assez clairement la distinction entre la haute littérature et la basse littérature. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, on ne fait plus ce genre de distinction. Et un exemple drôle, c'est dans plusieurs interviews, Tonzé, il compare la musique atonale avec la chanson Tô Ficando Atoladinha. Et il montre ou il démontre que cette chanson utilise un principe de théorie musicale qui vient de la musique atonale. Et il montre, moi je suis pas connaisseur des théories musicales, mais il montre, ou il démontre, il explique dans une interview, Tonzé, que Tô Ficando Atoladinha, Tô Ficando Atoladinha, Tô Ficando Atoladinha, il y a un mouvement ici qui monte, c'est quelque chose comme ça, qui monte, mais sans changer l'échelle musicale. C'est quelque chose comme ça. Et c'est un principe de la musique atonale qui est reproduit dans une chanson, peut-être de manière intuitive, de cette chanson funk, de manière intuitive. D'accord? C'est juste pour vous donner un exemple que peu importe d'où vient la manifestation artistique, elle est il nous est possible de reconnaître les valeurs artistiques et esthétiques. D'accord? Quoi d'autre? Et finalement, il finit ici, compagnon, avec cette idée de la littérature, c'est la littérature, n'est-ce pas? Je ne vais pas entrer dans les détails du chapitre, mais c'est plus ou moins comme ça. La littérature, c'est ce qu'on enseigne comme littérature à l'école, à l'université. C'est ce qu'on dit qui est la littérature. Et c'est tout et rien, pour bien résumer. D'accord? Et voilà. Donc, pour cette conception, ce qui est la littérature, tout ça, cette longue conversation sur ce que c'est la littérature, ça servait à cette idée. D'accord? Je crois aujourd'hui, là, je me suis emporté un petit peu, et peut-être j'ai trop parlé, et je ne vais pas vous confondre ou vous fatiguer encore plus avec la discussion sur l'histoire littéraire. Donc, je vais, et aussi il est déjà presque midi, j'avais prévu, attends 2 secondes, oui, je reviens ici, sur notre programme. Donc, j'avais prévu aujourd'hui
de parler de ce que c'est la littérature. Et donc, la semaine prochaine, je finis cette partie de histoire, ou sinon, comme je vous ai dit, pour être fidèle, loyal à ce que je vous ai dit, et suivre quand même le programme. Donc, je vais faire une vidéo sur l'histoire littéraire et sur les écoles, courants et mouvements. D'accord? Et je vais poster cette vidéo mardi de la semaine prochaine. Et jeudi, parce qu'on aura cours synchrone les jeudis, comme nous avons déjà établi. Et jeudi de la semaine prochaine, on commence l'unité 1, le XVIe siècle, avec cette présentation de la Renaissance, de la Pléiade et de l'humanisme. Et je vais vous indiquer aujourd'hui après-midi le texte de Montaigne à lire. D'accord? Donc, si vous avez de l'intérêt, il y a, je vais mettre dans le fichier introduction le livre de Antoine Compagnon, le livre, celui-là de Yves Stalloni. Voilà, vous le voyez. Donc, je vais mettre le premier chapitre de Yves Stalloni sur les concepts de école, courant et mouvement. Ce n'est pas de lecture obligatoire. D'accord? Si vous avez de l'intérêt, vous avez du temps, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc, je vais utiliser Yves Stalloni pour parler de école, courant et mouvement. Je vais utiliser, pour parler de l'histoire littéraire, le chapitre de Antoine Compagnon du démon de la théorie, et je vais utiliser aussi l'introduction de l'histoire de la littérature française de Gustave Lançon. C'est un livre d'histoire de la littérature de la fin du 19e siècle, mais c'est en fait les chercheurs ou les professeurs qui développent cette méthode de l'histoire littéraire. Et c'est assez intéressant. Donc, je vais faire la vidéo sur l'histoire littéraire. Je le poste jusqu'à mardi prochain. Et jeudi prochain, on entre déjà dans l'unité du XVIe siècle, Renaissance, humanisme et Pléiade. D'accord? Voilà. Avant de finir, est-ce que vous avez des questions? C'était assez intéressant, je pense, la discussion aujourd'hui. Et Lorraine, tu as dit que tu n'aimes pas répondre, participer, et tu vois en fait que c'est la raison pour laquelle j'aime bien ce livre de Compagnon qui part du sens commun pour entrer à fond dans la théorie littéraire, parce que nous avons même intuitivement certaines conceptions ou certaines définitions des concepts théoriques de la littérature. D'accord? Donc, vous voyez que j'ai utilisé ici plus de la moitié du temps en commentant ce que vous aviez dit. N'est-ce pas? Ce n'était pas des choses, on ne s'est pas mis, d'accord. Je ne vous ai pas demandé ces réponses préalablement pour organiser le cours. En fait, vous vous êtes manifesté et en fait, j'ai juste pensé le fil théorique de ces idées que vous avez apportées en cours ici. Oui, Luciane, je vais mettre les livres de Todorov. Oui, je vais le mettre. Oui,
Pardon, Lorena, oui, la semaine prochaine, on aura cours synchrone. Ce sera le 18 février. Alors, je disais, oui, Luciana, je vais travailler avec Todorov aussi parce que, comme je vous ai dit, il nous apporte une idée de comment la littérature a été enseignée en France et ça nous sert aussi comme une vision critique de l'histoire, pas de l'histoire littéraire, mais plutôt de cette idée du contact direct avec le texte littéraire et pas avec les théories littéraires. Parce que parfois, dans l'université, on parle plus des théories et moins du contact direct avec les textes littéraires. Et ce qu'il essaye de faire, c'est de récupérer ou de faire un éloge de ce contact direct avec le texte littéraire. C'est très intéressant. D'accord? Mais vous avez des questions? Je vous demande si vous avez des questions et je me mets à parler et je vous laisse par l'espace. D'accord, c'est bon. Voilà. Je suis beaucoup de questions, mais c'est pas possible de répondre. Oui, mais il vaut mieux avoir des questions. Ça demanderait beaucoup de temps. D'accord. Sinon, si tu as des questions, tu peux le partager dans le chat de notre salle de cours. Et ça peut déclencher un débat intéressant entre nous aussi. D'accord? Donc, je m'arrête là pour ce cours d'aujourd'hui. J'arrête l'enregistrement. Et c'est ça. Je vous remercie pour votre attention et bon appétit. Merci, Daniel. Au revoir. Merci, au revoir et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Daniel, est-ce que vous avez un